Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes le 20 janvier 2023. Il est 8 heures, nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Et comme d'habitude, Mina est parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Il faut dire que plusieurs régions en Algérie se sont habillées en très beaux manteaux blancs, très belles robes blanches. Exactement. On a vu sur les réseaux de très belles photos. Hier, j'ai vu des photos. Et je me suis dit, mais est-ce que nous sommes en Algérie tellement que c'était exceptionnel? On a tendance peut-être, des fois on a tendance à oublier qu'on a un un pays magnifique. Peut-être parce que nous n'avons pas beaucoup de neige aussi. On n'a pas beaucoup de neige. J'ai vu ça aussi. J'ai même vu des photos de Chérira, des photos là. Chérira, peut-être que nous avons l'habitude. On a l'habitude, mais Constantine pas trop. Mais Constantineville, j'ai vu une photo hier sur les réseaux sociaux. C'était tout juste à couper le souffle. Ouais. Exceptionnel. Exceptionnel. Après, j'ai dû contacter la personne qui a publié pour dire est-ce que c'est aujourd'hui. Bon, j'ai reconnu Constantine à travers le Ça aurait été pont. sympa de la diffuser de la Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on le fera demain, hein. C'est pas trop tard. Hein. Bah, voilà. On le fera demain. Constantine sous la neige. Constantine sous la neige, effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a de très belles images. Et puis exactement. Beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu les effets artistiques des bonhommes de neige. Oui. Alors, beaucoup d'effets artistiques. Ce n'est plus le bonhomme de neige classique qu'on connaît. Hein, bah non, qu'on faisait nous quand on était petits. Hein. Bah non, on faisait des efforts. Maintenant, on ne fait plus d'efforts. Oui, bon. Surtout, il y a beaucoup de touches artistiques. Mais alors, aucun bonhomme de neige. Mais ils ne se ressemblent pas, mais c'est ça qui est bien. Ils sont drôles en plus. Effectivement. Et justement, aujourd'hui, Mina, nous allons parler d'une frange de la société très importante, les enfants. Et la prise en charge des enfants, particulièrement les enfants autistes. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de décisions très intéressantes en faveur donc, de cette communauté, notamment l'intégration des enfants dans les écoles dites normales. Et pour ce faire, c'est bien entendu toute une stratégie qui doit suivre, notamment la formation des enseignants, donc pour qu'ils puissent dispenser d'une prise en charge et d'un suivi donc adapté à ces enfants. Et justement, l'une de ces écoles a organisé cette fois-ci un séminaire de formation au profit des enseignants, mais aussi au profit de la société civile. Parce que c'est vrai que les associations font un travail magnifique. Hein. Exactement. D'accord. Beaucoup de travail. Voilà. Oui, travail magnifique. Exactement. Un travail magnifique. Et justement, nous allons revenir sur l'importance de la formation, l'importance déjà de former les enseignants pour assurer un accompagnement donc, optimal pour ces enfants. Nous parlerons également ce matin d'art culinaire. C'est quoi ton plat préféré au fait? Mais tous? Tous? Oui, non, mais on a toujours une préférence. Oui, on a toujours une préférence. Mais là, je te prends au dépourvu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Non, on a toujours une préférence. Moi, mon plat préféré, bon, c'est vrai que c'est un plat que j'adore depuis que je suis petite. Je pourrais en manger tous les jours sans m'en lasser. C'est mes spaghettis. Hein. Les spaghettis. Spaghettis bolognaise. Oui, je sais. Et pour un plat traditionnel? Pour un plat traditionnel, c'est hyper difficile. Oui, c'est vrai que c'est très difficile. Tout pour est le plat bon. traditionnel. Il y a j'oubliais le nom du plat, c'est avec la feuille de vigne et on met de la viande. D'accord. Non, ça te dit rien? Ça me dit quelque chose. Si. J'oublie le nom. Mahchi waraq عنب, c'est ça? Mais mahchi waraq عنب, c'est pas un plat algérien? Si? C'est algérois, enfin. Ah, d'accord. Alors, je connais pas le nom du plat. D'accord. C'est un plat que j'adore. Tu compliques la vie, bon matin, Mina. Oui, il fallait pas poser la question, c'est tout. Oui, c'est de ma faute, fallait pas poser la question. Moi, je te réponds. Pour moi, c'est très simple. Moi, c'est rishta. Ça aussi, j'adore. C'est très simple. Mais c'est vrai que tous les plats sont bons. Et alors, tous les plats sont bons, tous les plats sont différents, même si ce sont les mêmes, la préparation, elle est différente, raison pour laquelle il faudrait donc promouvoir encore plus et faire connaître encore plus ces plats, pas seulement en Algérie, mais pourquoi pas les exporter et les faire connaître déjà à travers le monde. Nous avons le couscous qui a quand même été classé patrimoine mondial qui est connu dans le monde. Qui est connu dans le monde. Pourquoi ne pas faire connaître le ch'ta, cherchoura? Voilà, les autres plats. Et justement,
justement, une chef cuisinière sera parmi nous ce matin. Elle s'est donné la mission donc d'être ambassadrice des plats algériens, de l'art culinaire algérien un peu partout dans le monde. Donc là où il y a un concours, là où se trouve un concours, elle participe. Et là où se trouve un concours, elle revient avec une médaille. C'est excellent. Ça veut dire que quand même elle fait un travail colossal pour la promotion donc de l'art culinaire algérien un peu partout dans le monde. Et parlons donc de qualité, parlons de bonnes choses. Il y a aussi ce qu'on trouve sur les étalages, ce qu'on trouve aussi sur le commerce. L'emballage est très important, les conditions de stockage sont très importantes et aussi déjà au niveau de la fabrication, ce sont des normes donc, que nous devons suivre et ce sont généralement les laboratoires de contrôle de qualité qui font le travail donc, de contrôler la qualité des produits. Nous aurons justement un expert parmi nous ce matin qui nous parlera sur le rôle, du rôle donc, de ces laboratoires de contrôle et surtout quels sont les enjeux de ces laboratoires, déjà pour la santé, pour l'économie, pour la qualité du produit, etc. Voilà. Et bien entendu, nous parlerons également du chêne, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà, la grande fête sportive ou le grand événement sportif de ce mois-ci, donc jusqu'au 3 février. Sarah Derbel sera parmi nous ce matin pour revenir un petit peu sur les scores donc de ces derniers jours, mais aussi le programme d'aujourd'hui. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui nous a préparé ce programme. Tu nous donnes un peu plus de détails? Oui, voilà. Du ciel? De la neige? Oui, de la neige. De la neige, bien sûr. Ah, ça a commencé maintenant et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Pour le moment, non. Ah ben, c'est une très très bonne nouvelle. Pour le moment, non. Ah ben, c'est une excellente nouvelle. Donc un peu plus de détails, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. La carte s'annonce très jolie ce matin. Oui, c'est très beau à voir. Très beau. Il y a quelques jours, il n'y avait que du soleil partout. Oui. Et là, c'est vraiment très varié. Là, c'est vraiment... On retrouve les 4 saisons. Exactement. Finalement, sur cette carte. Magnifique carte ce matin. Très belle. Très très belle. Beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. Non, mais c'est vrai que quand même, on commençait réellement à avoir peur par rapport déjà au barrage, par rapport à la crise de l'eau, par rapport, n'est-ce pas, on est arrivé quand même à fin de décembre et on est arrivé encore à début janvier même, et on n'avait pas de pluie. Voilà, et on vivait encore un printemps. Hein. Exactement. N'est-ce pas? Donc c'est vrai que là, voir une carte comme ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Ça redonne espoir. Ça redonne espoir, effectivement, et ça va continuer en espérant, ça va continuer toute la semaine, Inch'Allah. C'est ce qu'on espère. Donc tu nous fais une petite lecture de cette carte? On va essayer. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, excellent réveil. Un temps froid et instable pour cette journée, notamment sur le centre et l'est du pays, avec des averses, des orages également vers les régions côtières, des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude, quelques pluies en journée vers la partie ouest avec des vents assez forts. Sur l'ensemble des régions nord, des vents jusqu'à 60, même 70 km/h. Sur la partie sud, un soleil dominant, sur le Nord Sahara, la Saoura, les oasis, l'extrême sud avec de fréquents soulèvements de sable, notamment le long des frontières algéro-maliennes. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 18 degrés à Oran, 16 degrés à Alger, 15 à Annaba, on notera 9 degrés à Constantine, 8 à Tiaret, 4 degrés, ça sera la minimale d'ailleurs. Al-Bayad El Hama, on notera 17 degrés. Gardaya, Béchar, 19 Adrar, 20 degrés Insalah et enfin 28 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très agitée sur le centre et l'est du pays, agitée vers les côtes ouest avec des vents entre 30 et 40 km/h, vers les côtes ouest entre 40 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 50 jusqu'à 60 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. On notera des pluies en Californie, de la neige à Montréal et puis un ciel plutôt voilé à Miami, Mexico et Dallas. Côté température, on notera 6 degrés à Vancouver, 16 en Californie, Dallas, 27 à Miami, 25 à Mexico et enfin moins 2 degrés à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل.
Une mer bien agitée, hein. Très agitée. Aussi. J'étais en train de penser un petit peu à ceux qui font des sports nautiques. Je ne crois pas que ça soit une condition idéale pour en faire. Hein. Bah, je pense que si. Pour eux, c'est ce qu'ils recherchent, hein, Je des sais vagues pas, comme 50, celle-ci. 60 km/h, je pense que c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Enfin, je ne m'y connais pas en sport nautique, mais Mais je sais qu'ils attendent quand même des vagues, ils attendent du vent aussi. oui, je sais pas. Peut-être 60 km/h, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais après, D'accord. voilà. Bon, probablement on les aura sur notre plateau, peut-être demain, peut-être le week-end prochain pour avoir vont plus nous de éclairer. détails, n'est-ce Oui, pas? justement. Mais Voilà. tiens, c'est l'idéal pour. Mhm. Oui. Pour savoir, donc, est-ce que c'est une bonne vitesse pour Est-ce que pour c'est une bonne pratiquer ces vitesse, sports? ces 60 km? Ah, c'est vrai que ça fait peur, hein. C'est vrai que Oui, 60 on km. appréhende un petit peu. Oui, surtout que la mer, c'est bon, ça pardonne pas. Ça mais pardonne voilà. pas, effectivement. Donc, Déjà, quand elle est calme, ça pardonne pas. Alors, quand elle est calme, ça agitée, pardonne pas quand il y a des vents mhm. aussi. Donc, faut faire attention. Et Voilà. puis, tiens, oui, c'est une bonne idée, hein, savoir si c'est un temps idéal. Oui. Ouais. Oui, ce sera une bonne idée, effectivement. Donc on retient, donc on aura encore de la pluie, de la neige pour aujourd'hui. Ça sera un petit peu pour, comme hier. Hein, ça sera Voilà, comme ça sera un hier. petit peu comme hier. Donc on sera gâtés hein, sur les réseaux sociaux par d'autres belles photos aujourd'hui, Ah, bah certainement. écoute, j'ai hâte de voir la photo de Constantine et j'ai hâte de voir d'autres photos. Certainement. Alors, on va se faire une petite mission, toi et moi, Deux. et tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Si vous avez de très belles photos, n'hésitez pas à les partager. Comme ça, on va les partager à travers notre émission, Excellente idée. n'est-ce pas? Très très bonne idée. Eh ben voilà, merci beaucoup. Mina, on se retrouve tout à l'heure. Après Avec le journal plaisir. télévisé du midi, après celui du 19h aussi, à 9h30, comme À à 9h30. l'accoutumée, pour un bon café. Exactement. Voilà. Qui n'a pas encore commencé. Qui n'a pas encore commencé. Moi, j'ai pris ma première gorgée lorsque tu présentais la météo. Eh ben oui, il fallait. Bah écoute, avec de bonnes nouvelles comme ça, il fallait qu'on sirote un bon café quand même. Non, mais il fallait m'attendre. Trahison. Je pouvais pas. Trahison, Norlouda. Je pouvais Trahison. pas. C'était une très très bonne nouvelle. Je pouvais pas attendre plus. Merci Mina. Allez, on se retrouve tout à Merci. l'heure. Je vais profiter aujourd'hui de cette matinée pour dire un joyeux anniversaire à une personne qui est très 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 chère à mon cœur. C'est mon oncle Khalid Zoubir. Bon Donc je te anniversaire. dis joyeux anniversaire. كل عام وانت بخير وكل عام وانت بصحتك. Et surtout Inch'Allah. Inch'Allah, toujours la famille sera réunie. Voilà. J'en ai 5 des oncles. De quoi? J'en ai 5 des oncles. Je peux pas faire mieux. J'en ai 5 et celui-là aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà, donc on continue, on va retrouver notre ami docteur Fethi Benachnou qui va nous parler d'ostéoporose comme elle a dit ce matin. Mais avant cela, pause musicale comme à l'accoutumée.
Voilà, de retour sur le plateau et docteur Fethi Benachno est parmi nous. Bonjour docteur. Bonjour, sabah al-khair. Comment ça va? Ça va, on peut être gai parce qu'il oui. y a de la pluie. Il y a de la pluie, un peu plus haut, il y a de la neige. Il y a Vous mieux. n'êtes pas aussi loin que ça, docteur. Non, parce qu'il faut savoir Vous êtes une à chose. Blida, Sharia, juste Oui, à côté de vous. إحنا نقولوا يدردر. Ah C'est oui. juste, يدردر, c'est-à-dire c'est comme ça, mettre quelques... Non, ce qui est important, il faut savoir qu'il faut minimum 700 mm d'eau pour qu'il y ait une bonne année agricole nécessaire. Inch'Allah. Inch'Allah, C'est ce encore qu'on plus, espère. bien sûr. C'est ce qu'on Mais espère. en On a eu quand général, même 3 mois, pratiquement, docteur, on n'a pas eu du tout de pluie. Hein. mais en général, en Algérie, au point de vue, les meilleurs mois, c'est mars-avril. Il y a un moment où il y a eu même en mai de la neige. Je crois que ça va, on va tenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Et par contre, l'inconvénient de la neige, du verglas, on peut glisser, docteur. Ça fait glisser. Ça fait Très, glisser, très n'est-ce bonne pas? liaison. Non, c'est une liaison de Amal Almi. C'est excellent, c'est excellent. C'est vrai, Voilà. c'est glisser. Quand on glisse, très souvent, hein, on va savoir pourquoi. Il y a un moment où on est sujet à des fractures. Mais n'accusons pas la neige et la pluie. Je crois que même en plein été, il y a un problème de l'ostéoporose. L'ostéoporose. Ce mot qui, remarquez, il commence à être banalisé. Ostéoporose, ostéoporose. Je crois toujours en médecine et en production de médicaments, l'appellation d'une pathologie contient la description de la maladie. En regardant l'appellation, le nom de la maladie, on sait. C'est composé de 2 termes, ostéoporose. L'ostéo, c'est l'os. Et porose, ça vient du verbe la porosité, c'est-à-dire que c'est comme une éponge. Voilà, on le voit sur l'image. Oui, voilà. Vous l'avez en face. Mais il faut comprendre que l'os est très important. C'est pas parce que c'est un os, on le voit, il est mort. Non, c'est un élément vivant. Et à ce moment-là, il y a des cellules propres à l'os. Il y a des fois ce qu'on appelle une ostéopénie, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des cellules de l'os qui constituent l'os. Et un os, attendez, c'est excellent ce qu'ils sont en train de montrer. Regardez comment c'est combiné un être humain. L'amoud al-fiqari. En arabe, on dit amoud fiqari. Amoud, c'est un pilier, al-fiqari. Et là, c'est très important. Et il y a une expression de nos grands-mères qui disent milsesur raso. Pour exprimer une continuité. C'est une continuité très, très intime des pieds à la tête. Et un os doit être... Mais il y a des points faibles, des points fragiles. Et là, c'est très important cette image, c'est ce qu'on appelle le col du fémur. Regardez comment le pied, ici, c'est le pied gauche, est rattaché au bassin. C'est pour ça qu'on peut bouger le pied et tous ces éléments. C'est les articulations. Mais ça nécessite un os sain. C'est quoi un os sain? Très important, voilà, ça c'est un examen qui est fondamental, la DMO, la densitométrie osseuse. Ça veut dire quoi? Grâce à cet examen, on évalue la densité de l'os. Et c'est ça qui est important. Pour éviter l'ostéoporose, il faut connaître la densité de son os. Malheureusement, les femmes sont les plus exposées. Elles sont les plus favorisées grâce aux menstrues, ce qu'on appelle les règles, mais ce favoritisme cesse au moment où les règles cessent. À ce moment-là, les hormones qui protégeaient le cœur et l'os, qui assuraient les règles, partent parce qu'on n'a plus les règles. C'est la ménopause. La ménopause est une étape extrêmement importante. Mais la règle du jeu,
c'est d'arriver à la ménopause avec un capital osseux très important. C'était justement la question que j'allais vous poser, docteur. Donc, du moment que la ménopause favorise un petit peu l'apparition de l'ostéoporose, ou peut être donc une cause, elle va activer. Voilà, activer. Donc là, c'est un phénomène naturel, on n'y peut rien. Donc finalement, tout se fait en amont. Il faut arriver. Voilà, comme à chaque fois. Donc, encore une fois, on parle de prévention. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut arriver à une ménopause avec un capital osseux. Là, je profite de cette photo. Oui. C'est très important maintenant comment on va évaluer, c'est moderne, comment on va évaluer la propension si vous allez vers une ostéoporose. Il faut mesurer quand à 20 ans, il faut la taille à 20 ans. En rétréci. En rétréci. Mais plus rétréci. Et là, regardez, le dos est voûté. Oui. Le voûté, c'est-à-dire que les os perdent de leur vitalité. Donc, la question qui est très importante, c'est comment arriver à la ménopause, mais avec des os solides. Il y a un élément essentiel, et là, on a des fractures. Là, c'est toujours, hélas, les femmes s'aperçoivent quand on fait ce qu'on appelle des fractures spontanées. Très souvent, les cas qui se présentent à nous, les femmes au foyer, le matin, d'habitude, qu'est-ce qu'elles font? Elles retournent le matelas, elles soulèvent, et c'est comme ça que ça... Et là, il y a une fracture. Deuxièmement, j'ai connu une dame, elle était dans sa chambre, une dame d'un certain âge dans sa chambre, et ses filles, ses belles-filles, faisaient le ménage, tout ça, donc le sol était mouillé, tout. Elle se lève pour un besoin, pour aller aux toilettes, elle passe devant, regardez, je salue nos grands-mères, elle passe devant la salle de bain et elle trouve de l'eau qui s'écoule. Oui. Qui s'écoule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle Réflexe, va spontanément, elle glisse, elle fait une fracture du col. Donc c'est ça qui est important. Mais en plus de ça, il y a très souvent chez nous, chez les femmes, de bouche à oreille, couler calcium, prendre du calcium. Oui, alors justement, docteur, là vous me tendez la perche. Là, vous me tendez la perche par rapport à un grand débat aujourd'hui qui est discuté un peu partout dans le monde. Hein. Donc on le retrouve un petit peu dans tous les médias. Ça y est, je vois où vous voulez aller. C'est la question du lait. Voilà, c'est la question du lait. Alors là, on est tout en train de dire aux enfants, aux femmes, oui, il faut prendre du lait, c'est riche en calcium, etc., etc. Et il y a un autre groupe donc, qui dit que finalement, nous sommes les seuls mammifères adultes qui continuons à prendre du lait. Alors, finalement, est-ce qu'on doit prendre du lait pour éviter l'ostéoporose? Et quel est un petit peu on va dire, le rôle du lait, ou encore une fois, ces idées qu'on développe dans la société? Premièrement, manger du calcium, comme ça, à brûle pour point, dire ça, non, ça c'est pas. D'abord, connaître son capital osseux. C'est vrai que l'os a besoin du calcium, mais il y a un processus. Le calcium ne pénètre dans l'os que grâce à la vitamine D. Oui. Deuxièmement, il ne faut pas... hier, pas plus tard qu'hier, je faisais un cours, une personne âgée m'a dit « Moi, je prends du calcium, tout ça. » il faut savoir, est-ce que je suis en panne? Est-ce que je suis avec un taux de calcium bas? Est-ce que je suis en taux de vitamine D bas? Et à ce moment-là, c'est ces données-là, lorsque je fais une analyse concernant ces produits. Et deuxièmement, il ne faut pas prendre du calcium directement. Il faut prendre du calcium en fonction de la vitamine D que l'on possède. Et là, entre parenthèses... Si nous avons de la vitamine D basse, comme si on n'a rien fait. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une étude qui est faite ici dans le bassin méditerranéen, c'est voilà ce qu'on doit manger pour avoir de la vitamine D, si on en manque. On en manque. Les taux chez les femmes, surtout la femme en Algérie, le taux de vitamine D est très bas, inhayar. Donc il faut remonter le taux de vitamine D, et c'est une des préoccupations, c'est une des prises en charge
au début de l'indépendance de l'État algérien grâce au système de santé. On le prenait, la vitamine D, on a compris bien avant le Covid-19 où on s'est excité, vitamine D, bien avant, on a commencé à traiter les enfants parce qu'il y avait une maladie des os, parce que les os étaient déficients, ce qu'on appelle le rachitisme, qui a été... les mamans disaient la poitrine comme un poitrail de poulet. D'accord. C'était comme ça parce que les os étaient faibles, donc ils n'arrivaient pas. Regardez la vitamine D, et c'était obligatoire, dans le sens où c'était recommandé dans le cadre du livret de santé. Deuxièmement, cette prise anarchique je vais répondre à votre question, le lait. Cette prise anarchique de calcium et de vitamine D, attention, je crois que je conseillerais à toutes les femmes, premièrement, à partir d'un certain âge, si elle a des grossesses rapprochées, moi je suis pour 30-35 ans. Moi je suis pour 30-35 ans, c'est de faire une analyse de vitamine D biologique, c'est obligatoire pour se souvenir. Et dans le sens où, pas plus tard qu'hier, une dame m'a dit que ça coûtait cher. Et là, qu'est-ce qui coûte cher, les analyses? L'analyse de vitamine D. Allez, ça coûte cher. Et moi, je propose aux autorités et c'est une cause nationale, l'ostéoporose, parce que une ostéoporose qui entraîne des fractures, c'est pas facile. Et pour la personne et pour le budget de l'État, c'est quelque chose de... là, il faut faire une analyse vitamine D. Ensuite, le lait. Eh bien, je vais vous annoncer une chose, je ne sais pas si je serai vivant ou si on sera encore là. Dans 5-10 ans, le lait de vache n'aura plus d'importance. Parce que, et on le disait depuis des années, le lait de la vache, c'est pour le veau. Donc, il n'est pas fait pour nous. Deuxièmement, beaucoup de mamans donnent, au lieu d'allaiter leur bébé, et Dieu qui nous a créés, nous a donné le lait adapté à l'enfant, à l'être humain. Pourquoi allaiter? Parce que certaines femmes disent « Ah, moi, mon gosse, mon nourrisson, il ne prend que du lait de vache pur. » Premièrement, c'est dangereux le lait de vache, parce qu'il transmet la tuberculose dans les conditions dans lesquelles sont élevées ces vaches, dans des écuries. Et deuxièmement, il est très, très riche en matière grasse. Et il faut enlever cette référence de dire « Ah, elle a un bébé, gros, les joues bien ronds. » Ça, c'est très dangereux parce que ça sera un futur asthmatique, ça sera un futur diabétique, ça sera un futur obèse. Donc, vous voyez que c'est vrai que le lait est important, mais pas avec l'importance qu'on lui donne. Et il vaut mieux se rabattre sur un régime alimentaire équilibré. Et deuxièmement, vous savez que la marche renforce l'os. La marche renforce l'os. Je crois qu'il faut marcher, avoir une activité physique. Il y a un examen que l'on devrait faire, je ne sais pas si on peut revenir, c'est ce qu'on appelle l'ostéodensimétrie. L'ostéodensimétrie, ça va venir, voilà, c'est simple. Il ne faut pas voir les chiffres, ça, c'est pas important. On a facilité avec les couleurs. On avait le vert, le jaune et le rouge. Là, c'est différentes couleurs, mais le vert et le jaune. Pour chaque personne, pour chaque femme, surtout avant l'arrêt des règles, la ménopause, pour chaque femme, regardez comment que ça se passe. C'est pas des piqûres, c'est pas des injections, c'est pas. On va contrôler la consistance de l'os. Ça, c'est important. Et en fonction de votre position, on lit pas les chiffres. C'est en fonction. Il y a un petit rond, qui montre est-ce que vous êtes dans le vert ou dans le jaune ou dans le rouge et à quel niveau. Est-ce que vous êtes, par exemple, dans le vert proche du jaune, ou bien si vous êtes dans le jaune proche du rouge? Ça nous donne une information. Avec le contrôle de la vitamine D, on peut rattraper et empêcher cette ostéoporose. Et croyez-moi qu'il y a d'excellents résultats. Je me permets de féliciter, de saluer l'équipe de
de Madame le professeur Ladjouz, que je salue, c'est-à-dire l'hôpital de Ben Aknoun, qui sont vraiment bien spécialisés dans la prise en charge de l'ostéoporose, mais ça revient toujours à la prévention. Alors justement, docteur, par rapport à la prévention, donc là, nous avons un petit peu parlé de la surveillance, si on peut dire, du taux de calcium, du taux de la vitamine D, donc chez la femme. Aussi, et la densité osseuse. Voilà, et aussi il faut souligner que ça ne touche pas que les femmes, ça touche les hommes, mais à un pourcentage très réduit. Voilà, placer les hommes. Ils ne sont pas en reste. On fait de la prévention. Mais le gros de la troupe, le gros de la troupe, c'est les femmes. C'est les femmes. Surtout cette période qui est essentielle et qu'il faut prendre en charge, à laquelle les femmes doivent arriver bien équipées en capital osseux, la ménopause. C'est quelque chose qu'on va rencontrer, donc il vaut mieux se préparer à ça. Et les grossesses rapprochées, ça c'est important, les grossesses rapprochées. Voilà. Alors justement, docteur. Ça c'est la densité, le vert, le jaune, et au milieu de toutes ces couleurs, il y a une petite étoile toute petite qui signifie où en est votre os. Voilà. Alors encore une fois, par rapport à la prévention, docteur, nous avons parlé du taux de calcium, nous avons parlé du taux de la vitamine D, de la densité osseuse, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens pour prévenir, encore une fois, l'ostéoporose? J'ai parlé des grossesses rapprochées, ça c'est important, de se faire suivre régulièrement par son gynéco. La prise de médicaments, docteur, aussi, elle peut avoir un impact? J'ai fait exprès de ne pas aller vers la prise de médicaments. Mais on doit en parler aussi. Non. Ce qui est important, et tout le monde, où est-ce que j'en suis dans mon capital osseux? C'est comme mon capital en compte en banque. En banque, on se dit, il a diminué, augmenté, est-ce qu'il est bon? Je crois que c'est ça d'abord que l'on doit. Mais c'est normal que s'il y a une fracture due à une ostéoporose, et c'est le gros pourcentage, on découvre une ostéoporose après une fracture. On voit une fracture spontanée. Ensuite, il y a une maladie des os très très grave, qui est la complication, vraiment, ça c'est atroce, c'est ce qu'on appelle la maladie des os en verre. Quand on fait une radio des os, vous avez l'impression de voir à travers les verres d'une fenêtre. Donc là, c'est pas qu'ils sont cassants, le plus petit choc. Regardez, c'est comme ça. Et là, c'est extrêmement, on peut plus rattraper avec les médicaments. Là, ça on entre dans la chirurgie et je veux pas entrer dans ce monde. Ce qui est important, c'est de se préparer. Parce que la ménopause est naturelle. L'ostéoporose est naturelle, physiologique. Tout faiblit en ordinaire. On perd la vue, il y a une diminution de la vue, l'oreille, il y a l'arthrose, il y a tous ces éléments. C'est à cause du fait qu'on n'a pas pris en compte ce matériel osseux qui est fondamental. Voilà, donc encore une fois, la prévention est surtout préserver son capital osseux. Merci beaucoup. Et ne pas prendre de médicaments comme ça à tire-larigot. Il y a une dame qui m'a dit, j'ai discuté avec dans une salle de fête. Moi j'avais des problèmes, j'ai pris de la vitamine D, tout ça. Non, pas comme ça. C'est en fonction de soi-même, de ce qu'on est, du capital que l'on a, et prévenir, ça c'est extrêmement important, faire un truc de vitamine D, faire une DMO et se faire suivre par un médecin. Et que les médecins, s'il vous plaît, mes collègues et mes consoeurs, arrêtent de prescrire les anti-inflammatoires et les corticoïdes. Ça c'est à tire-larigot. Et ça, vous voyez que c'est une prison. Il faudrait un plan national de lutte contre l'ostéoporose. Encore une fois, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Voilà, pour une autre thématique. Merci beaucoup, docteur. On continue cette fois-ci. Ce sont de très, très belles images qu'on vous invite à suivre. Un petit peu la neige, docteur? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? On va voir donc de très, très belles images donc, de certaines villes, de certaines hauteurs, de l'Algérie, qui se sont donc habillés en belle robe blanche. Il y a une chanson d'Adamo, Tombe la neige. Eh ben voilà. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Bien sûr, Adamo. Allez, à tout de suite.
Sur le bateau, de très très belles images donc du Mont Chélia, et cette fois-ci, comme je vous le disais ce matin dans le sommaire, nous allons nous intéresser à cette frange de la société très très importante, donc les enfants autistes et surtout leur prise en charge. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Rachida Ben Mansour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. On vous a déjà reçu pour parler d'un programme très intéressant que vous avez mis en place. Et là, nous sommes en pleine continuité. Oui, tout à fait. C'est ça. Et vous êtes accompagné ce matin du docteur Abdel Bensoula. Bonjour. Bonjour, madame. Et vous êtes médecin, donc directeur des établissements AEIM 54. Voilà, je ne suis pas médecin, je suis neurobiologiste. Neurobiologiste, d'accord. Neurobiologie. Alors, AEIM 54, oui. C'est quoi? AEIM, au fait, aujourd'hui, on a le statut d'entreprise. Donc, nous avons quelque chose comme 40 établissements et services. Nous avons quelque chose comme 1500 salariés. Et nous œuvrons dans l'accompagnement de tout type d'handicap, de tout type de déficience intellectuelle. Voilà. Donc tout ce qui est trisomie, tout ce qui est autisme et tout ce qui est bien entendu suivi de ces personnes en hébergement, en accueil de jour, depuis l'enfance, depuis 4-5 ans jusqu'à l'âge adulte. Les CAT, les ESAT, les foyers, les IME, les MAS, etc. Pluridisciplinaires. Et donc, raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, parce que aujourd'hui, donc, vous travaillez en collaboration, en étroite collaboration. Donc, encore une fois, pour cette prise en charge de ces enfants. Donc, Madame Ben Mansour, la dernière fois, donc, nous avons parlé un petit peu donc, déjà de l'importance de la prise en charge des autistes, mais surtout toute la pédagogie qui doit suivre, et surtout la prise en charge et l'accompagnement des enseignants qui sont, eux, donc, en contact direct avec ces enfants. Exactement. Notre démarche s'inscrit dans une volonté de prolongement de la formation continue des personnels qui interagissent autour de l'enfant trisomique ou autiste ou à déficience mentale, qu'elle soit légère ou plus lourde. On a besoin de travailler en équipe. Et nous nous apercevons bien sûr que tous les professionnels qui travaillent, que ce soit dans le privé ou dans le secteur public, manquent de formation continue, doivent continuellement se recycler dans le domaine, puisqu'il y a des nouveautés, il y a des applications qui changent, hein, et il faut cette formation continue. Alors, le souci qu'on a, si vous voulez, c'est que lorsqu'on recrute une jeune psychologue clinicienne, par exemple, elle manque de pratique. Quand on recrute une enseignante qui, dans sa classe, on va essayer d'inclure, justement, dans le processus d'inclusion des enfants, par exemple, autistes, elle ne va pas savoir comment faire avec, parce qu'elle n'a pas reçu cette formation, ni à l'ENS, ni à l'université. Le module de psychologie étant vraiment enseigné d'une manière très générale. Donc, même le ministère de la Santé le dit dans la formation des futurs médecins algériens, et il y a très peu de parties enseignées sur l'handicap. Donc, l'enseignant, comme le médecin, comme le futur psychologue, se retrouve face à une réalité qu'il ne maîtrise pas. Donc, il faut le recycler. L'importance de la formation continue a été justement récemment décriée par Madame la ministre de la Solidarité et de la Famille, qui le 10 janvier, la ministre, Madame Krikou, disait il faut absolument renforcer le processus de formation continue. Et nous, on le voit bien sur le terrain. Donc, elle sollicite les professionnels du secteur pour travailler dans le domaine. Mais il faut resserrer le maillage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Si on ne travaille pas ensemble et qu'on travaille de manière isolée, ça ne marchera pas. Même au sein de ma structure Farandole, les professionnels qui y travaillent en équipe. Une équipe pluridisciplinaire. Les orthophonistes, les psychologues cliniciennes, le pédopsychiatre, le kiné, les éducateurs spécialisés doivent travailler ensemble. L'idéal dans le processus, et ce qui nous a rapprochés justement de M. Bensoula et de l'AEIM, c'est de faire en sorte qu'il y ait un plan de formation continue qui se dégage et un maillage qui se forme entre les différents professionnels du secteur. Prendre l'exemple de ce qui se fait dans la région de Nancy en France a été pour nous, enfin en ce qui me concerne, révélateur d'un manque de ce qu'on doit faire en Algérie, de ce qu'on doit combler. Donc répondre à la complémentarité des services publics avec tout ce qu'ils apportent sur le secteur en Algérie, nous, les privés, nous devons compléter cela, travailler avec eux, travailler avec tous les secteurs pour renforcer le processus de formation continue. Alors justement, Dr Bensoula, dans cette même perspective, donc vous êtes là aujourd'hui pour travailler en étroite collaboration déjà avec l'école, mais aussi toute la société civile qui est concernée par la prise en charge donc, de cette frange de la société. Mais sinon, donc, vous cumulez, comme vous l'avez si bien dit, une longue expérience donc, dans la prise en charge, mais surtout dans la formulation
création de programmes sérieux et pédagogiques. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui donc de cette réalité sociale qu'on peut finalement, donc une réalité sociale un petit peu différente de la nôtre. Donc est-ce que tous ces programmes, on peut les appliquer facilement sur notre réalité à nous? Tout à fait. Tout d'abord, je remercie Mme Belmansour qui m'a donné cette occasion justement de revenir en Algérie, parce que si on est déjà l'Algérie par le passé avant la pandémie, toutes les frontières, enfin toutes les régions nord-sud, ouest-est, de Tébessa jusqu'à Tlemcen, de Constantine jusqu'à Alger. Donc nous avons sillonné le pays par rapport justement au travail que les associations, les écoles ont pu travailler quand même. Il y a une expérience algérienne, il ne faut pas l'oublier. Nous, en tant qu'AUM 54, si je suis là, c'est dans le cadre d'un échange, bien entendu, parce qu'il y a une expertise aussi algérienne. Comme l'a décrit le chef de l'État, M. Tebboune, donc dans le plan autisme, par exemple, qui est devenu aujourd'hui le mois d'avril 2021, si ma mémoire est bonne, et Madame la Ministre, effectivement, aujourd'hui, le but, c'est la formation. En France, si vous voulez, dans notre milieu, dans notre domaine de compétences, la légitimité des acteurs. Les acteurs, hein, le sociologue Crozier parle souvent de l'acteur et le système. Alors le système, c'est l'handicap, qu'il soit autiste, qu'il soit trisomique, qu'il soit... Voilà. Et l'acteur, c'est le professionnel. Alors je rebondis sur ce qu'elle dit Mme Belmansour. Le psychologue clinicien, oui, il a déjà niveau licence ou master, mais le plus inquiétant, c'est celui qui est en dessous. C'est l'éducateur, c'est l'accompagnateur. Et là, nous sommes obligés en Lorraine ou en France d'une façon générale, dans chaque région, donc les 18 régions qui existent, il y a ce qu'on appelle un institut régional de travail social. En Algérie, il y a 3 institutions, il y a Tipaza, il y a Constantine, il y a Belkhadem. Il faut qu'on arrive à intégrer cette formation des acteurs, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient éducateurs, qu'ils soient psychomotriciens, qu'ils soient... Peu importe le référentiel métier, qui travaille, qui œuvre à la personne déficiente, il faut qu'ils reçoivent ce référentiel de métier. C'est-à-dire, d'un côté, il a une fiche de poste par rapport à son métier d'accompagnateur du matin, d'après-midi, du soir, de la nuit. Si on parle d'hébergement, ça va venir, Inch'Allah, parce que c'est mon souhait de travailler aussi sur la partie hébergement. Mais il faut que tous ces acteurs-là, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient médecins. Vous savez qu'à l'AUM, les médecins en 3e année, on a signé une convention avec la faculté de médecine de Nancy. C'est obligatoire que les médecins de 3e année viennent dans nos établissements, rester une semaine en stage d'immersion. Il faut qu'il se rende compte c'est quoi le besoin de la personne handicapée. Parce que quand il sera médecin, quand il sera dans son cabinet, il ne va pas deviner. Il est déjà formé, sensibilisé. C'est un module obligatoire dans la formation de médicale. En Algérie, c'est déjà axé dans ce sens. Donc le référentiel métier, il faut qu'il soit parallèlement à la mission. Si nous œuvrons ainsi, nous aurons des résultats comme nous les avons aujourd'hui, même s'il reste des axes de progression, d'amélioration. Moi, ma mission, elle est là. Moi, je suis bénévole. Pour l'Algérie, c'est mon pays, c'est ma patrie. Je suis disponible à intervenir bénévolement. Je suis en congé, donc je prends une semaine. Donc on a fait 2 journées de formation de sensibilisation à l'hôtel El Bira à Alger avec Mme Belmansour et toutes les associations d'Algérie et les professionnels. J'ai partagé mon expérience. J'ai entendu de l'autre côté leur expérience. La seule chose qui manque un petit peu, si vous voulez, pour régler un petit peu le mécanisme, c'est la formation. Il faut qu'on y arrive. Et justement, nous allons voir tout ça en images, parce que notre collègue Samia Bouharour a participé donc à ces 2 journées de sensibilisation et 2 journées de séminaire de sensibilisation et d'information, d'échange aussi. Je vous propose ce reportage de notre amie Samia Bouharour et on se retrouve juste après. L'amélioration de la prise en charge de l'enfant autiste ou trisomique au cœur de cette rencontre de formation qui a regroupé des professionnels de la santé, solidarité et éducation, des parents, mais aussi des experts internationaux, à l'exemple de Dr Nasser Bensoula, directeur de 4 établissements spécialisés en France. Il est là justement pour apporter son expérience et son savoir-faire. Par la formation, nous pourrons répondre dans l'urgence. Après, le deuxième point, je dirais, c'est de structurer ce tissu associatif, de structurer sous forme d'une fédération nationale, d'une union nationale, afin de travailler ensemble et d'organiser un dispositif qui répond aux besoins depuis la commune, depuis la mairie, à la DRA, à la wilaya, et puis à la région, et puis à l'ordre national. Là, on peut créer aussi une ANEPI en Algérie, et moi je suis prêt, parce que je suis d'origine algérienne, de coopérer, de collaborer, au Blemziti pour que ça réussisse. Tout
toute l'assistance et les intervenants ont mis l'accent sur l'importance de la formation dans le diagnostic, l'évaluation et la prise en charge quotidienne des enfants autistes ou trisomiques. Madame Ben Mansour dirige l'un des plus anciens établissements spécialisés en Algérie. Elle lutte depuis des années pour le bien-être et l'autonomie de ses enfants. Le but, c'est de se poser aussi la question de comment insérer, inclure les enfants en difficulté, en déficience mentale, qui ont besoin d'un accompagnement et une inclusion scolaire. Comment les intégrer dans des classes dites normales, sachant que c'est très difficile et que les personnels d'éducation dans les classes dites normales, c'est-à-dire les institutrices, les professeurs, etc., n'ont pas la qualification ni la formation requise pour pouvoir accompagner et suivre ces enfants. Donc c'est ce qui manque. Les parents, un acteur incontournable dans cette chaîne. Certains se sont organisés en créant des associations pour défendre les droits de leurs enfants et tous les enfants touchés par l'autisme ou la trisomie. À l'exemple de Madame Wali qui espère toujours les voir plus épanouis, plus protégés grâce aux efforts de tous. En matière de loi, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant, nous avons des circulaires qui parlent d'intégration des enfants au milieu scolaire aussi, même si l'application de ces mêmes circulaires nous pose quelquefois problème parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons de la résistance dans le milieu, par exemple, scolaire. Nous n'avons pas aussi le statut de l'auxiliaire de vie scolaire, le salaire, c'est-à-dire le salaire de l'auxiliaire de vie scolaire. C'est toujours pas clair par rapport à qui prend en charge le volet salarial de la personne qui accompagne ces enfants-là, soit à l'école, soit à la crèche, soit à la formation professionnelle. C'est des enfants, peut-être beaucoup d'enfants avec autisme peuvent émerger dans la société et être dans la société sans accompagnement, mais aussi beaucoup d'autres enfants ont besoin de cet auxiliaire qui est le noyau ou le maillon le plus fort dans la prise en charge des enfants avec autisme. C'est ça le but, au fait, c'est d'atténuer cette déficience dans la société et puis de lui donner sa place comme acteur dans la société. Il faut qu'elle participe au développement socio-économique. Et on les appelle aujourd'hui, pour les personnes qui sont handicapées, qui travaillent dans les CAT, dans les ESAT, des agents de production. Donc il y a des réussites, il y a de belles réussites. 500 000 autistes en Algérie qui demandent une prise en charge spécifique pour développer leurs capacités et prouver qu'ils sont capables d'être utiles dans la société. Plusieurs exemples de réussite existent grâce à la coordination de tous les acteurs entre spécialistes, gouvernement, société civile, parents. Et la clé de la réussite est bel et bien la formation continue. La formation continue, donc c'est Samia Bouarour qui s'est déplacée au niveau de ce séminaire. Alors Madame Admonsoul, on revient encore une fois à, on va dire, la pierre angulaire de toutes ces actions qui est encore une fois la formation. Donc quelle est un petit peu votre démarche à l'avenir pour pouvoir donc encadrer, former le personnel d'une manière générale, donc qui prendra en charge cette frange de la société. Tout à fait. Eh bien, ce séminaire qui a eu lieu dimanche et lundi 15 et 16 janvier nous a permis de mettre en place une sorte de plateforme, une sorte de collectif. D'ailleurs, c'est ce qui a été nommé ce jour-là par les intervenants. Tout le monde était content de pouvoir trouver une amorce à un plan de formation continue. Donc, ce qui va arriver par la suite, eh bien, c'est de renforcer la collaboration avec les AIEM, d'élaborer un plan de formation sur les mois à venir et voire même les années à venir et de pouvoir inclure ce plan de formation dans les projets d'établissement des centres spécialisés. Donc le projet d'établissement, c'est prévoir les axes, sur quel axe on va travailler, décliner les actions, etc. et aller du plan du projet d'établissement au projet de prise en charge individualisée de chaque enfant. Donc tout cela nécessite de la cohérence, de la coordination entre les différents acteurs. Alors ce qui a permis d'émerger, ce qui a émergé de ces 2 journées de rencontres, c'est de pouvoir mettre en relation les partenaires, les professionnels de la santé, ceux des services publics, puisqu'ils étaient présents, ils ont assisté, et ceux de l'éducation nationale aussi, puisque tout cela doit travailler en synergie. Et les professionnels sur le terrain également. Il y avait également dans l'Assemblée des parents.
des parents qui sont concernés, des associations de parents d'élèves qui luttent depuis des années pour l'égalité des chances de leurs enfants et pour espérer une intégration dans un milieu scolaire dit normal. Donc nous avons parlé de tout ça. Maintenant, reste à mettre en place la phase pratique avec les dates, avec un échéancier, un calendrier, etc. et les moyens à mettre en œuvre aussi pour le faire. Donc on a décidé également d'une plateforme numérique qui permettra d'être un forum d'échange de bonnes pratiques, de relations, parce qu'il faut créer ce tissu, ce maillage dont je parlais tout à l'heure, et qui relève du vivre ensemble. Travailler ensemble, vivre ensemble pour que ces enfants et ces futurs adultes, parce qu'il faudra aussi parler du devenir de la prise en charge de ces enfants. Certainement. Si je prends l'exemple de Farandole, mon institut spécialisé, il s'arrête jusqu'à l'âge de 14, 15 ans. Et après, que faut-il faire? Comment va-t-on les prendre en charge? L'exemple de ce qui se fait en Lorraine est admirable. Donc c'est à nous de tirer leçon de ce qui pourrait être calqué sur le modèle lorrain et installé en Algérie, développé en Algérie, dans le secteur privé. Moi, je représente le secteur privé. Mais les institutions publiques font déjà beaucoup. En 2018, il y avait un recensement d'à peu près 140 centres spécialisés à travers l'Algérie, qui sont du ressort du public. Le privé, ça ne fait pas longtemps que la loi existe. Ça fait à peu près 4 ans, à peu près. Il y a eu un nouveau cahier des charges très, très exigeant, qui rejoint d'ailleurs celui de la création des écoles privées. Alors justement, docteur Bensoula, dans ce sens, alors comment vous voyez-vous finalement votre contribution et surtout, on va peut-être pas dire calquer, mais on va peut-être dire apporter cette expérience parce que les réalités sociales parfois changent. Donc comment vous voyez finalement le devenir donc, de tout ce projet quand même qui se veut un projet prometteur, j'ai envie de dire, pour cette frange de la société. Vous savez, dans l'humain, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Au mois de novembre 2022, nous avons organisé sur Nancy le premier congrès de l'AIM 54. Nous avons accueilli quelque chose comme 900 personnes. J'ai invité immédiatement notre consul d'Algérie à Metz, Mme Kishacha Nakhla, qui nous a fait honneur d'être présente. Et en même temps, sur ce congrès, il y avait le responsable de l'Institut régional de travail social, qui s'occupe justement de toutes ces catégories de formation, depuis l'aide médico-psychologique, qui est l'équivalent d'un aide-soignant, si vous voulez, jusqu'au directeur d'établissement, dans le secteur médico-social et sanitaire. Ils sont très disponibles, prêts à m'accompagner. C'est-à-dire que mon expertise, mon expérience sur Lorraine, qui est nationale aujourd'hui, on a de l'expérience, on a un savoir-faire, on a une expertise. Je suis d'origine d'Algérie. Et beaucoup de volonté. Et beaucoup de volonté, surtout. Et beaucoup de volonté, parce que c'est mon pays, c'est mon tiroir. Donc quand je vous dis je traverse l'Algérie, là j'étais à Alger, avant-hier j'étais à Sitif, j'étais à Beni Warfilan et Petit Sama. Donc si vous voulez, on a déjà engagé des formations. Concrètement, formation immédiate. Il faut que Mme Belmansour soit le pivot pour le terrain algérien. Elle y est, non mais à l'échelle nationale, il faut qu'on lui donne les moyens pour qu'elle puisse structurer le dispositif de formation. Moi, je suis de l'autre côté, je peux travailler avec elle en direct et puis venir avec des équipes pluridisciplinaires qui forment et qui sensibilisent de l'enfant jusqu'à l'adulte, voire jusqu'à la vieillesse. Parce que le vrai problème que nous rencontrons en France aujourd'hui, c'est quand ils sont dans le dispositif d'accompagnement et d'accueil en hébergement, quand il atteint les 60 années, ils sortent dans une maison de retraite. Les parents, aujourd'hui, vieillissent grâce à la médecine, donc ils arrivent jusqu'à 80 ans. Quand ils ne sont pas dans des dispositifs d'hébergement, et c'est pour ça que j'en parlais pas plus loin ce matin à Mme Belmansour, eh ben, nous rencontrons la personne handicapée à la maison, elle a 60 ans, 65 ans, le parent, il a 80, 85 ans. Qui s'occupe de l'autre? En France, aujourd'hui, j'ai 300 quelque chose comme 300 personnes. Actuellement, je ne sais pas quoi faire. On ne peut pas les envoyer en EHPAD, on ne peut pas les envoyer en maison de retraite. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que je veux, et je l'ai déjà dit dans les 2 journées de sensibilisation, nous sommes obligés d'éviter les erreurs que nous avons commises de l'autre côté. Voilà. C'est la raison pour laquelle, finalement, il y a eu cette rencontre pour l'échange d'expériences et justement éviter toute erreur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite très belle continuation. On vous verra la prochaine fois avec le programme. Juste une précision, Mme Dassi Mokhtaria, la DAS d'Alger, était présente. Aïda, qui est dans la protection de l'enfance, était présente. Aïda, c'est notre collègue Monsieur Bouskoumourou, qui est notre personnalité aussi maîtrisant le dispositif médico-social,
algériens étaient présents. C'est très important de les impliquer parce qu'il y a la partie publique, il y a la partie privée, il y a les services administratifs. C'est une chaîne pour le bénéficiaire qui est l'enfant ou l'adulte déficient intellectuel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très très belle continuation dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà, nous continuons et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'art culinaire et c'est l'ami Abou Bouda, notre ami qui a rencontré un grand chef cuisinier. Je vous laisse voir ce portrait, on se retrouve juste après. Je suis désolée, je vous ai un petit peu. Après 25 années passées derrière les fourneaux en Espagne, la paella n'a plus de secret pour le chef Lamine Trabsi, qui a décidé de s'installer à Alger et nous faire profiter de son savoir-faire culinaire en ouvrant Safran des Aides. هي كانت مع ما مير في الكوزينه طيب مع غران مير توجور هذوك هي بنت البلاد هنا من الجي سونتر على اون اكستراوردينير وزيد هي عاشرت بزاف وقت فرنسا كانوا لي اسبانيول جيرانهم كانوا لي بورتوغي وكان طيب لنا ديجا في هذاك الوقت دير لنا بايلا كنا صغار كانت مسيو روبرتو تقول لنا وتحكي لنا حكايته ايتو نحبوا الكوزينه ملي كنا صغار. Le secret de chef, c'est cette sauce-là, à base de tomates, et fait le secret, le chef tao. Passionné par ce plat ibérique, le chef a côtoyé des familles de Valence. Il a pu ainsi percer les secrets d'une véritable bonne paella. Avant, il y avait beaucoup de secrets parce qu'avant, je pensais que faire la paella, c'était la paella et c'était pas la paella. J'ai appris beaucoup de temps. 15 ans ou 20 ans, ben, j'ai appris la véritable paella. Et j'ai pas تعلمتها مع les professionnels في les restaurants, تعلمتها عند في les maisons. Fait Valence, j'ai vécu 2 ans en Valence parce que dans les restaurants et tout. J'ai côtoyé les familles valenciennes, يدخلوني للديال عجايز وهذيك فاش les grands-mères et tout. Et j'ai appris le secret de la paella, un des secrets. Gazpacho, tapas, salade aux fruits de mer, tortilla et surtout plusieurs sortes de paella sont proposées par le chef. Paella mixta, mixte. Paella, mixte, c'est poulet ou viande avec les fruits de mer, c'est le mixte. Fruits de mer marisco, que de fruits de mer. ديروا واش حبيت اللي كاين في المارشي ديروا fruits de mer. عندنا la paella negra, arroz negro, c'est avec la sèche, c'est la sepia avec la teinte de la sepia, c'est excellent. Mais après on a la végétarienne, il faut penser ما تاكلش اللحم الحوت تو تاع الخضره واش كاين في الخضره اللي très bonne. Après la Valencienne هي اللي ديت عليها بري ورحت في فالنس درت un concours تماك à base de lapin, poulet والخضره spéciale تاعهم. À l'entrée du restaurant, vous pourriez voir un mur tapissé de photos du chef avec de grandes stars du football. On citera Zidane, Benzema, Ronaldo, Beckham, Pepe, Casillas et d'autres. Je travaillais à Skina Bernabeu. Après, les joueurs venaient et la paella c'était excellent. Il m'a proposé de faire la paella 2 fois par semaine. L'entraînement et c'est des sportifs d'élite. Les joueurs ils jouent comme Zidane, Benzema, ومن بعد لي فامي تاعهم بعد لي زانيفرسير الريستوران هذا الزعفران اللي كان الفامي. Des produits frais. Et voilà, donc restons toujours dans le monde de l'art culinaire, dans le monde de la qualité, hein, surtout, hein, n'est-ce pas? Absolument. C'est important, hein, ça va de soi. Hein. Oui. Ça va de soi, la qualité de l'art culinaire et la qualité aussi de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on utilise. Nous en parlons ce matin en compagnie d'une ambassadrice finalement de l'art culinaire algérien puisqu'elle a fait un peu le tour du monde et elle essaie toujours d'exporter cette culture, à savoir Madame Nassera Fassih, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, je suis très très honorée de cette invitation. L'honneur est partagé. Je considère comme une étant une invitation noble. La noblesse est pour nous, finalement. Merci. N'est-ce pas, de vous avoir parmi nous. On vous dit félicitations déjà pour tout ce que vous avez fait, pour tous les concours que vous avez remportés. Remportés plutôt. Oui, tout à fait, parce que quand même il y a des honneurs un peu partout du moment que je suis en train de
de voyager un peu partout dans le monde. Et de faire voyager la culture Absolument, culinaire algérienne. Absolument, c'est ça le rôle pour lequel je suis en train de voyager. Et je suis très très ravie quand même d'avoir cette classification qui commence, que l'Algérie commence à avoir cette noble classification d'art culinaire parmi le monde culinaire. Voilà, et surtout il faut dire que même si c'est bon, il faut aussi prendre en considération la qualité de ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on achète, la qualité de ce qui nous est proposé dans tous les domaines. Et nous en parlons ce matin de cette importance de la qualité et de contrôler surtout la qualité en compagnie de notre invité, M. Mounir Benazwa. Bonjour. Bonjour, madame. Marhaba bik. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du consommateur. Oui, c'est la protection du consommateur, surtout. Et je crois que ça sera. On va parler pratiquement, ça sera dans le même sens. Dans le même sens, voilà, effectivement. Donc nous irons toujours dans le même sens, mais je vais revenir à vous dans un petit moment. Mais sinon, Madame Fassih, il faut dire que aujourd'hui vous êtes une véritable ambassadrice de cette culture culinaire algérienne. Donc d'où vous est venue finalement toute cette volonté et tout ce vouloir faire et faire connaître la culture algérienne à travers le monde? Donc c'est d'abord par amour à mon pays. À ma ville, Constantine, bien évidemment, que tout le monde aime bien par rapport à ses ponts, sa culture. Sharba Farik. Vous aimez? Oui, ma mère est constantinoise. J'ai terminé mes études à Constantine. Vous ne pouvez pas ne pas aimer alors? Très très bien. Et c'est parmi les meilleures cuisines d'Algérie. D'ailleurs, la Sharba Farik, elle a été classée parmi les 5 meilleures sources au monde. À Constantine, on l'appelle Djeri. Djeri, exactement. Exactement. Justement, donc pourquoi je me suis lancée dans ce domaine culinaire? D'abord, dans les années 80, j'habitais à Bruxelles. Oui. Donc j'étais là-bas et quand j'emmenais mes enfants à l'école, il y avait les éducatrices Madame Nélis et Madame Dufresne qui ont lancé un concours culinaire. Donc il y avait un beau parterre qui était présent pour ce concours-là. Et elles ont beau insister pour que je fasse partie de ce concours. Donc j'étais présente quand même et j'ai décroché la première place. Je ne savais pas que j'allais être Vous avez préparé quoi à cette époque? Tout simplement Tajin Aïn avec Khobz Dar. Tout simplement parce que c'était quand même bien préparé. C'était bien préparé. Et consistant surtout. Absolument. Donc, et puis parfois quand je sors dehors, je vois à la rue de Broker tous les restaurants, sauf le restaurant algérien. Je me disais quand même... C'est vrai que c'est un constat qu'on se fait un peu tous. Hein. Absolument. Donc, amèrement, on se fait un constat amèrement. Oui, je me suis dit quand même, nous avons un très bon... nous avons quand même une très belle cuisine, nous avons de très très bons plats, et je ne vois pas pourquoi les gens ne viennent pas ici pour divulguer la notoriété de notre art culinaire. Donc quand je suis rentrée en Algérie, j'étais quand même un peu à cheval sur ça. J'ai commencé si vous voulez, le début de mon parcours culinaire. Donc j'ai commencé par faire des petites expositions et c'était là mon démarrage. Après, je me suis lancée dans le domaine académique, de la recherche, le travail, et j'ai illustré un ouvrage intitulé Racine. Bravo. Donc, merci. Donc cet ouvrage, je l'ai intitulé Racine. D'abord, pourquoi Racine? Parce que c'est la notoriété et le produit du terroir et la biodiversité. Donc j'ai personnalisé tout ça par un arbre. Bien sûr, il y a des racines, il y a le tronc et il y a le fruit. Donc de la racine à la consommation. Donc qu'est-ce qu'il y a de la racine à la consommation? Il y a tout un parcours qui est personnalisé par le tronc. Alors ça, le parcours, mon parcours, comment il a été? Il a été d'abord local, après national et après international. International oblige. International, alhamdoulilah. Donc là où il y a un concours, vous y êtes, vous participez, n'est-ce pas? Très bien. Et donc j'étais aussi professeur dans la formation professionnelle. J'ai formé 120 maîtres cuisiniers en hôtellerie-tourisme et toujours avec le contexte de Racine. Et une fois à l'étranger, donc Racine, ça devient en anglais roots. Voilà, alhamdoulilah, je suis arrivée quand même à divulguer ce nom roots à travers le monde, à travers tous les pays, et j'arrive quand même à étaler l'art culinaire à l'échelle internationale, algérien et beaucoup plus constantinois.
et je suis responsable d'une communauté internationale à Torino depuis 2014. Bravo, alors justement, Madame Fassih, on le disait déjà, si on prend rien que la ville de Constantine elle-même, on va trouver des centaines de plats. Déjà, ce qu'on disait à chaque fois, entre quartier et quartier, déjà ça change. Sur le plan préparation, sur le plan ingrédients, c'est vrai que c'est le même plat, mais la préparation elle-même change. Mais finalement, vous vous êtes donné cette responsabilité de faire la promotion de l'art culinaire algérien. Et donc là, vous avez beaucoup plus de responsabilités finalement. Et c'est pas facile. Et beaucoup plus de recherche. Absolument, n'est-ce pas? C'est ça. Alors justement, quelle est un petit peu votre démarche pour pouvoir recouper, j'ai envie de dire, toutes ces recettes, tout ce savoir-faire culinaire, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle de classification. Il y a une véritable course vers la classification déjà nationale et puis mondiale. Donc c'est ça devient carrément un patrimoine humanitaire. Absolument. Pourquoi tout ça? Parce que déjà quand je me suis lancée dans la formation professionnelle, c'était la cuisine traditionnelle. Oui. Donc nous savons que la cuisine traditionnelle quand même c'est le pivot de la biodiversité. Et quand j'ai illustré l'ouvrage Racines, Roots, donc c'était uniquement la cuisine traditionnelle, ancestrale. Automatiquement, quand je prépare un plat, je ne le prépare pas comme ça seulement. Moi, quand je suis devant un plat, c'est toute une culture, c'est tout un art, c'est toute une recherche académique. Et peut-être c'est par rapport à ça que je suis arrivée quand même à réussir dans ce domaine. Certainement. Et quand je fais par exemple des communications ou quand je suis dans un forum ou dans des congrès, automatiquement je passe avec une certaine lecture académique, avec une certaine recherche, disons adéquate, culinaire. Et c'est par rapport à ça que je suis maintenant sollicitée à travers tous les pays du monde. Et alhamdoulilah, je suis arrivée quand même en 2018 à classer le mzeyid comme étant un plat traditionnel ancestral constantinois dans l'Arche du Goût en Italie. Donc avant qu'on introduise le couscous à l'UNESCO, j'ai introduit le mzeyid à l'Arche du Goût à Torino. Alors justement, Madame Fassih, vous avez parlé de racines, vous avez parlé d'une très belle métaphore, donc de la racine aux fruits, donc de la préparation à la consommation. Là, je voudrais vous faire intervenir, Monsieur Benazwa, par rapport à cela. Donc lorsqu'on parle de la préparation à la consommation, il y a tout un processus, mais tout un processus surtout de contrôle, tout un processus de prise en charge, parce que c'est bien beau finalement de préparer et de consommer, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux pour donner un bon produit finalement aux consommateurs? Là, on parle de contrôle de qualité, n'est-ce pas? Comme vous le savez, en ce qui concerne le contrôle qualité, il y a plusieurs méthodes et plusieurs normes. Et là, on parle de l'art culinaire, de la restauration, même de l'agroalimentaire ou les plats préparés industriellement. Et là, c'est très, très sensible. Très sensible. Ça devient, c'est pratiquement au même niveau que l'industrie pharmaceutique. Ça devient une question de santé publique. Absolument, oui. Mais ça devient très, très sensible. Donc, il y a des normes, des procédures, notamment le fameux HACCP. C'est Hazard Analysis Critical Control Points. En fait, c'est la maîtrise des dangers et le contrôle des points critiques. Là, on a un doute ou suspicion qu'il peut y avoir un problème de contamination. En fait, ça a été lancé par la NASA parce qu'ils préparaient, pour les astronautes avaient un régime spécial. C'était des produits, je dirais, lyophilisés, il n'y avait pas de liquide, donc il fallait trouver une solution pour éviter que ça se contamine. Et c'est à partir de là qu'il y a eu la norme ou la procédure HACCP, qui est la base de l'ISO 22000 aussi. Donc les industriels qui évoluent dans ce domaine de l'agroalimentaire, tout le monde doit être certifié ISO 22000 ou ISO 22000. Voilà, avec plus une certification, ce qu'on appelle le FSSC, Food Safety System Certificate. Il y a pas mal d'entreprises algériennes qui sont certifiées. Donc, si vous voulez, c'est un label qui vous permet d'exporter
vos produits vers le monde entier. Mais le problème, quand on reçoit, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et justement, M. Benassour, là, on parle de l'un des instruments de contrôle de qualité, qui est le laboratoire de contrôle de qualité. Donc, on en parle, le laboratoire de contrôle de qualité, on entend parler d'un laboratoire, mais finalement, c'est quoi les véritables missions du laboratoire de contrôle de qualité? En fait, les labos de contrôle qualité, vous voulez, c'est des garde-fous. D'accord. C'est un SAS qui est installé, si vous voulez, en amont. Parce que, imaginons qu'on reçoit un produit importé de X, Y, Z pays, et comme c'était le cas de la rumeur enfin récemment à propos d'un biscuit qui contenait un produit issu, Karamakumla du porc. Il n'en était rien parce que ça a été analysé. C'était de l'intox carrément. Donc là, c'est là l'utilité des laboratoires de contrôle. Donc, que ce soit de la nourriture ou même d'autres choses. Produits, effectivement. La dernière fois, on a discuté à propos du système de chauffage, ce qu'on appelle les... j'ai oublié le nom. C'est pas le chauffage central, c'est... Le chauffage à gaz. À gaz, voilà. Le chauffage à gaz, donc beaucoup de dégâts, malheureusement. Il y a le monoxyde de carbone. Donc il faut que l'équipement lui-même doit être construit de telle sorte, fabriqué de telle sorte qu'il y a des capteurs de sécurité qui coupent chaque fois qu'il y a fuite de gaz ou un excès, parce que, comme vous le savez, le monoxyde de carbone, il est inodore, incolore, et vraiment, on sait qu'on va mourir, mais on ne peut rien faire. C'est ça le problème. Donc, et ça fait des dégâts, hein. Chaque année, c'est un bilan lourd, chaque année. Oui, et c'est pour cette raison que je tiens à le mentionner. L'entreprise algérienne Sonalgaz a exigé, depuis pas mal de temps, que toutes les habitations doivent, les portes, par exemple, la porte d'entrée, doit avoir une aération, un dispositif pour l'aération, la salle de bain, la cuisine, de telle sorte s'il y a fuite de gaz ou de monoxyde de carbone, ce qu'on appelle les gaz d'échappement, les gaz brûlés, donc ça se dissipe. Ça ne sera pas... parce que c'est des gaz volatiles qui vont monter lorsqu'ils sont chauds, et ensuite ça commence à redescendre, et c'est à partir de là qu'il y a intoxication et c'est fatal. Dans la plupart des cas, c'est fatal. Et comme disait, chaque année, on se tient le ventre lorsque l'hiver arrive. On se tient le ventre. La protection civile donc, le dit à chaque fois. Et malheureusement, le bilan est lourd chaque année. Alors toujours, Monsieur Benassour, par rapport au contrôle de qualité, donc certaines entreprises, les entreprises agroalimentaires par exemple, ou les entreprises pharmaceutiques aussi, peuvent disposer d'un laboratoire de contrôle de qualité donc intégré à l'entreprise. Est-ce que cela les oblige quand même à passer par un autre laboratoire de contrôle de qualité qui est aussi accrédité? En fait, ils doivent avoir un laboratoire de contrôle qualité, que ce soit labo pharmaceutique ou un business dans l'agroalimentaire, c'est une obligation. Parce que, vous avez mentionné le pharma. Le pharma, il y a beaucoup de tests à faire. Avant, ensuite, vous allez prendre des échantillons, ce qu'on appelle le lot de validation d'abord. Vous allez mettre sur le marché un produit liquide, un sirop ou un produit sec décomprimé. Vous allez préparer un lot de validation, vous allez prendre des échantillons avec c'est un dossier technique gros comme ça, avec toutes les analyses labo que vous avez effectuées à votre niveau. Ensuite, vous allez déposer tout ça je crois que c'est l'Institut ou le Laboratoire national de contrôle qualité des produits pharmaceutiques. Je ne sais pas ce que c'est toujours la même appellation, qui vont vous délivrer ce qu'on appelle un certificat de libre vente dans le cas où le produit, ce médicament est conforme. Et malheureusement, pour ce qui est de l'agroalimentaire, autant que je m'en souviens, je ne sais pas, parce que je crois que
le ministère du Commerce actuel fait beaucoup de choses dans ce sens. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mardi passé, il y avait une journée qui était sous la tutelle du ministère du Commerce concernant les laboratoires de contrôle qualité et l'accréditation des laboratoires, de ces laboratoires de contrôle qualité, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que avant on ne connaissait pas ce que c'est l'autisme. Avant, il y a beaucoup d'autistes actuellement en Algérie. C'est par rapport à ça aussi. Il y a beaucoup, malheureusement, de cancers du sein pour les femmes. Il y a beaucoup, et ça, c'est soit les médicaments ou la bouffe. Il y en a, je vous assure que si on effectue une étude pour trouver la source du problème, parce que quand est-ce que ça a commencé? J'imagine, j'espère que notre ministère des Statistiques a une courbe de l'évolution de telle ou telle maladie pour qu'on puisse revenir à la source quand ça a débarré et faire croiser ça avec tel ou tel produit qui a été importé. Est-ce que c'est ça? Et l'analyser aussi, pour déterminer la cause. Alors justement, M. Benazoa, par rapport encore une fois au contrôle de qualité, donc on contrôle le lot, on contrôle la production elle-même, mais la production elle-même n'est pas seule. Il y a aussi l'emballage qui va avec, qui doit être aux normes, qui doit aussi respecter le produit lui-même, n'est-ce pas? Absolument, oui. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de migration. Donc, notamment la dernière fois, j'ai entendu parler, enfin, il y a une dame qui est intervenue là-dessus par rapport aux emballages métalliques, les boîtes de conserve, les canettes, etc. Il y a le plastique aussi. Oui, le plastique, si vous voulez, madame, le plastique, c'est pas vraiment un grand problème, je vais vous le dire. Bon, comme vous le savez, moi, je suis membre de la Fédération algérienne de protection des consommateurs et je suis expert consultant dans les emballages et ingénieur chimiste de formation. Donc, j'ai en fait plusieurs casquettes. Les plastiques, en fait, les plastiques qu'on utilise dans l'agroalimentaire en général, c'est des plastiques à poids ou masse moléculaire très élevée. Donc, leur migration vers le contenu est très peu probable. D'accord. C'est rassurant. Oui, mais je n'ai pas encore terminé. Mais c'est les additifs. C'est les additifs qu'on rajoute lors de la polymérisation de ces polymères, lors de la préparation de ces emballages, que sous certaines températures, l'histoire de ne pas laisser votre flacon d'eau minérale sous l'effet de le soleil, les UV, ça va accélérer. Pour votre information, si vous laissez un flacon d'eau minérale exposé à la lumière ou à la chaleur, pendant 45 minutes, ça équivaut à une accélération de 90 jours. Donc vous allez accélérer, donc tout produit a une durée de vie. Donc là, et l'histoire de la migration, c'est une histoire c'est en fonction du temps également. On vous recevra un autre jour pour parler encore une fois de la migration. Avec un grand plaisir. N'est-ce pas? C'est tout un parlé apparemment. Pas du tout, pas du tout. C'est très important, très intéressant. Mais j'ai envie de dire que c'est un chapitre aussi très grand, notamment la migration. Dans les emballages métalliques. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous, Madame Fassir. Prochaine destination? La prochaine destination, c'est le Liban. Le Liban, Inch'Allah. Il y a aussi la Jordanie et au mois de février, c'est la Tunisie pour un congrès du monde arabe. Rachta est dans le menu? Non. Ah non. Non, mais la Rachta est déjà classée. La Rachta est déjà classée. Donc on va... En fait, moi, ma mère est constantinoise, ma femme est de l'Est également. Bon, elle est née à Alger, mais c'est toujours l'Est. C'est toujours Djeri, encore une fois. Djeri, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été. C'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, on se retrouve pour la dernière station de cette matinée pour revenir sur les nouvelles du Chad. Mais avant cela, le clip officiel du Chad, on va les suivre ensemble, et on se retrouve juste après. Waqoba maqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe waqoba maqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba
international. From Algeria to Oman, you know how we do. وهي احبابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا 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 وهي اصحابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا دغري والدك التلام افريقيا سنتا ترام افريقيا سنتا ترام دغري ونغار التمدام دغري والدك التلام افريقيا سنتا ترام افريقيا سنتا ترام ايدي سراو ادمشلان ايت مار التمدام ايدي سراو ادمشلان ايت مار التمدام ايدي سراو ادمشلان ايت مار Retour sur le plateau et on va rester dans cette ambiance du Chan et notre amie Sarah Derbel est parmi nous. Sarah, bonjour. Bonjour Noah. Ça va, ça se passe bien? Ça va, merci. Beaucoup de travail, beaucoup d'ambiance. Oui, oui. Beaucoup d'ambiance surtout. Mais on s'amuse quand même. Et un petit peu la boule au ventre? Beaucoup. Beaucoup, surtout pour demain, j'imagine. Oui, oui. Non, pas? après pour demain, on n'est pas très stressé puisqu'on est déjà qualifié. Mais oui, ça reste quand même, On est gourmand, il faut le dire. Oui, bah oui. Comme d'habitude. Wolfouna, exactement. On a eu l'habitude avec l'équipe de Belmadé. Voilà. Et là, c'est le même rythme qui... Non, mais c'est vrai que même l'équipe de Medjid nous a aussi impressionnés lors de la Coupe arabe. Hein, donc, on devient, nous aussi, public un peu exigeant. C'est la vitrine du football local. On voit qu'on a des talents ici en Algérie. Parce que tous les joueurs jouent... Comme vous le savez, c'est un championnat des nations locales. Donc, tous les joueurs jouent ici en Algérie. Et avec les résultats qu'on a quand même réalisés, on voit quand même que l'Algérie a des talents et a des joueurs de très bonne qualité. Sarah, aujourd'hui, elle a les yeux pétillants. Elle est confiante pour demain. Heureusement. Voilà, il me bouffait d'espoir. Hein. C'est magnifique, ça. Donc, pour demain, il va se passer quoi? Pour demain, déjà, l'Algérie a réussi le premier match face à la Libye, 1-0 signé Mahious. Le deuxième match, pareil, face à l'Éthiopie, 1-0. On se contente d'un seul but, mais l'essentiel, c'est de gagner et de remporter. Match nul fera l'affaire? Match nul fera l'affaire pour maintenir la première place. Donc pas de défaite pour Medjid Vouguera. Il faut pas. Même eux, ils veulent pas perdre parce que cette première place, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on maintient, si on se qualifie et on reste en première place, on jouera avec le deuxième du groupe B et on restera ici à Alger. Contrairement, alors si on termine deuxième du groupe, si on perd demain et le Mozambique prend cette première place, on jouera à Constantine contre le premier du groupe C et ça va être un peu difficile déjà de changer d'atmosphère parce qu'ils se sont habitués à jouer ici à Alger et de deux, c'est de jouer contre le premier du groupe C. Donc le premier d'un groupe est forcément le meilleur du groupe. Forcément le meilleur. Exactement. On peut voir tout ça en images? Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, on va voir le sujet qu'a réalisé Fatah Abada sur l'enjeu du match de l'Algérie face au Mozambique. La sélection algérienne croisera le fer ce samedi au stade Nelson Mandela de Berraki avec celle du Mozambique pour le compte de la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Les coéquipiers de Meziane, élus homme du match lors de la dernière sortie des Verts,
ont assuré leur qualification en venant à bout d'une coriace équipe éthiopienne par la plus petite des marges et ont ainsi assuré leur qualification en quart de finale de ce CHAN. Ils n'ont cependant pas encore assuré la première place du groupe, même s'ils ont engrangé 6 points lors des 2 premiers matchs. Ils auront donc besoin d'au moins un match nul pour être sûrs de finir en tête. De son côté, la sélection du Mozambique, qui n'a aussi pas complètement assuré sa qualification, même si les Mamba sont bien partis pour, ils doivent cependant éviter la défaite devant les Fennecs pour éviter toute mauvaise surprise. Cette sélection a montré de très belles dispositions lors de sa dernière sortie face à la Libye. Preuve en est la seconde période de très haute facture où les protégés de Chikinono Condé, qui étaient menés à la mi-temps, ont renversé la vapeur et dominé de bout en bout la sélection libyenne et ont fini par l'emporter sur le score de 3-2. C'est dire que le 11 national aura fort à faire devant cette belle équipe du Mozambique et que les coéquipiers du goleador Mehiouz, buteur lors des 2 sorties des Verts, devront rester vigilants pour ne pas se faire surprendre par les Mamba. Et de retour sur le plateau. Et donc, mais sinon, avec qui on pourra jouer en quart de finale? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on fait match nul demain, aussi on gagne face au Mozambique, on jouera avec le deuxième du groupe B ici à Alger au stade Nelson Mandela de Benaki. Donc le groupe B, donc pour l'instant c'est l'Ouganda qui est premier et le Sénégal. Donc on jouera peut-être avec le Sénégal, mais après tout dépend des résultats de la 3e journée de ce groupe. Si on termine deuxième, et je l'espère pas pour Majid Bouguera et ses protégés, on jouera soit contre le Madagascar qui est premier du groupe C ou le Ghana qui est deuxième, donc on ne sait pas encore, on doit d'abord attendre la 3e journée et on jouera à Constantine. C'est vrai que l'ambiance à Constantine et à Annaba est merveilleuse, on va dire. Oui, elle est merveilleuse, effectivement, mais à prendre encore une fois en considération un peu l'aspect psychologique, la pression qu'il y a sur les joueurs. Mais sinon, on va avoir une déclaration? Oui, on va écouter les déclarations des joueurs hier pendant l'entraînement d'avant-veille du match. Nous nous préparons pour ce match avec beaucoup de sérieux. Comme les autres matchs précédents, l'objectif est de gagner et décrocher la première place, qui est très importante pour nous. Alhamdoulilah, nous avons gagné les 2 premiers matchs et la qualification. Le match face au Mozambique sera difficile à négocier. Toutes les équipes ont un bon niveau. On se prépare pour être à 100%, car notre objectif est de gagner. احنا حنركزوا على العمل تاعنا والطريقه تاعنا في ارضيه الميدان ونكونوا واجدين 100% ان شاء الله بنقدموا الاداء اللازم والفوز ان شاء الله الثالث يا رب. Et voilà, mais sinon c'était Belkhair et Jahmid, voilà. Ça me dépasse un petit peu. Hein. C'est pour ça que je t'aide un peu, voilà. Merci beaucoup, Sarah. Mais sinon, il y a eu un match hier. Exactement, donc celui du Ghana face au Soudan, remporté par le Ghana. Et pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, donc l'Angola, Mauritanie qui jouera son premier match à 17h. Donc les 2 matchs se joueront à Oran. Donc le Angola, Mauritanie pour le groupe D. Et pour ce qui est du groupe E, à 20h, le Congo et Niger, toujours à Oran. Et ben voilà, et le public sera certainement au rendez-vous en attendant le grand jour de demain. Déjà, le match de demain, il se jouera aussi à guichet fermé comme les 2 autres rencontres. J'imagine, certainement. Un public à la hauteur. À la hauteur. Même s'il n'est pas présent au stade, il est quand même présent en face des écrans. En tout cas, merci beaucoup. Merci Sarah. à toi. Très belle ambiance, encore une fois. Oui. Voilà. D'ailleurs, là, je vais assister à la conférence de Majid Bouguera d'avant-match. Donc, super. Magnifique. Merci beaucoup. Sarah, on se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles du CHAN. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et rendez-vous pris pour demain à partir de 8h. Au revoir. وهي احبابنا مرحبا مرحبا وهي احبابنا مرحبا مرحبا
مرحبا وهي أصحابنا مرحبا مرحبا مرحبا